Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Louisa, bienvenue dans ce Meet the Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Fiona qui est Talent Acquisition Manager chez Adidas et qui va nous parler des soft skills et plus précisément comment utiliser les soft skills pour se mettre en avant lors d'un entretien professionnel. Bonjour Fiona, Bonjour Louisa, comment vas-tu? ça va? Très bien et toi? Ça va bien, comment se passe pour toi en ce moment le travail? Comment est-ce que tu t'organises avec tes équipes? Bah, écoute, le confinement se passe plutôt bien. On essaye de garder le contact au quotidien, à la fois avec mes collègues, avec mon équipe, avec Teams, avec des visios au quotidien et aussi de faire des petites sessions de sport virtuelles grâce à Zoom. Alors aujourd'hui, tu vas nous donner les clés pour savoir comment travailler ces soft skills, les approprier, mais surtout comment les mettre en avant lors d'un entretien d'embauche. Mais chez vous, avant tout ça, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous retrouver sur Insta en tapant jobteaser_fr. Avant qu'on parle soft skills, Fiona, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une licence en droit du travail que j'ai obtenue à l'université de Strasbourg. J'ai ensuite choisi de continuer mes études en me spécialisant en ressources humaines avec un master en gestion de ressources humaines à l'EM Strasbourg à l'école de management. J'ai donc fait un concours passerelle 2 pour intégrer l'école de commerce avec une première année sur site à Strasbourg et une deuxième année à l'université de Birmingham où j'ai réalisé cette dernière année d'études à la Business School de Birmingham. J'ai ensuite décroché mon premier CDI en rentrant en France au sein d'un cabinet conseil d'approche directe de recrutement en executive search, donc des profils cadres supérieurs et dirigeants qui s'appelait Neumann, qui est devenu TransSearch, où j'ai été chargée de recherche d'abord et ensuite consultante senior de recherche pendant 8 ans. Donc sur tous les secteurs d'activité, essentiellement industrie. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer Adidas en 2016 sur mon dream job et sur ce poste de Talent Acquisition Manager pour la France. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir nous donner tous tes conseils concernant les soft skills. Soft skills, je le rappelle, qui sont les compétences humaines, le savoir-être. Alors, ma première question, c'est faut-il mettre plus en avant ces soft skills, donc compétences humaines, ou ces hard skills, qui s'apparentent aux compétences techniques? Alors, en entretien, j'ai envie de dire que tout l'enjeu pour réussir un entretien côté candidat, c'est d'arriver à faire un bon storytelling entre ces hard skills, donc la partie savoir-faire, et les soft skills qui nous intéressent aujourd'hui, hein, donc ses qualités, ses compétences humaines, relationnelles, comportementales, son système, on va dire, de prise de décision et de pensée. Donc tout l'objectif de l'entretien, ça va être d'apporter des exemples concrets, précis, sur chacune de ces softs, de ces hard skills, comment ça s'est, on va dire, concrétisé dans le parcours du candidat. Et l'objectif, c'est que le candidat puisse en parler pour en extraire sa valeur ajoutée, ce qui le rend unique et ce qui fait son côté original et différenciant d'autres personnes. Et comment tu expliques que les soft skills, donc les qualités humaines, prennent le pas sur les hard skills? Alors aujourd'hui, ça s'explique, on va dire, sur deux volets. Le premier, c'est plutôt l'accélération du digital, le développement, on va dire, de l'intelligence artificielle, ce qui, on va dire, va amener une transformation des métiers, par exemple. Donc les soft skills vont être différenciantes et vont apporter vraiment une vraie valeur ajoutée côté candidat, puisque c'est vraiment toute la substance, toutes ces qualités humaines, comportementales, qu'on ne va pas pouvoir robotiser ou remplacer par des machines, tout simplement. Et pour avoir ces qualités d'adaptabilité à un nouveau secteur, un nouveau marché, à de nouveaux outils au monde digital, par exemple, les candidats doivent pouvoir justement être flexibles dans leur approche, avoir cette intelligence émotionnelle, ce côté force de proposition. Donc c'est vraiment cette partie soft et compétences douces qui va en ressortir. La soft skills également est importante pour les recruteurs, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui va permettre de voir si un candidat a un profil à potentiel, si on va pouvoir le projeter dans l'organisation, le projeter plus loin, à plus moyen terme ou à plus long terme. Aujourd'hui, les étudiants, lorsqu'ils terminent leurs études et qu'ils cherchent un premier emploi ou même une alternance, on leur demande de justifier de quand même beaucoup d'expérience professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on pourrait utiliser ces soft skills pour combler ce manque d'expérience professionnelle? Alors bien sûr, parce
qu'on se doute bien qu'en début de parcours, on n'a pas cette expérience professionnelle ou peu. Donc, mon conseil, c'est vraiment ne négligez aucune ligne de votre CV, aucune de vos expériences. Justement, lorsque vous êtes étudiant, vous avez peut-être des jobs étudiants, le poste aujourd'hui que vous occupez à côté de vos études de vendeur dans la restauration rapide ou dans le babysitting, c'est vraiment des atouts et vous pouvez en extraire vos soft skills, vos acquis. Le tout, c'est bien de le mettre en avant et de pouvoir expliquer. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment sur votre CV de pouvoir faire ce petit exercice, isoler une ligne en dessous de chaque item, acquis de points, en soft skills, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a pu développer. Exemple, un poste de vendeur aujourd'hui, je suis dans la vente à côté de mes études. Ce que j'ai pu acquérir en termes de soft skills, c'est le sens du service client, l'écoute, peut-être la capacité à l'équipe. Et tu disais aussi ne négliger aucune case, ce que tu me disais au téléphone hier, c'est comme la partie sportive, exactement. Associative. La partie sportive, associative vont aussi vous donner des pistes pour développer et améliorer, entre guillemets, ces compétences douces et cette partie plus humaine, comportementale, que vous pourrez exploiter, réutiliser dans votre univers professionnel. Je te donne un exemple très simple. Lorsque je suis dans une équipe de foot ou peut-être que je suis aussi également entraîneur d'une équipe de poussins, donc je peux mettre en avant mon leadership, je peux mettre en avant mon esprit d'équipe, ma tactique, ma stratégie, puisque je vais être orienté solution pour trouver des solutions pour gagner. Donc c'est vraiment important. De même qu'une expérience artistique, je vais mettre en avant mon côté créatif, mon côté aujourd'hui capacité à réfléchir out of the box, d'apporter des solutions, d'être patient aussi. Donc ça va m'apprendre vraiment plein de compétences, de qualités humaines, comportementales qui sont nos fameux soft skills. Et sur un CV, où est-ce que tu recommandes, graphiquement parlant, de mettre ces soft skills? Est-ce que c'est sous l'expérience pro, sur un côté en forme de bullet point? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de CV type, hein, mais c'est vrai que de toute façon, une fois qu'on a respecté le code une page pour le CV, bien les mettre en avant. Je pense que ça peut être valorisant de les faire apparaître en haut, dans le bandeau, tout de suite, à côté du nom ou à la place du titre du poste, peut-être, parce qu'en début de parcours, on a aussi tendance à avoir beaucoup de candidatures spontanées. Donc, plutôt que de mettre le titre d'un poste précisément, je peux mettre en avant 3-4 soft skills qui me définissent. Donc, je vais mettre en avant ma persévérance, je vais mettre en avant mon esprit d'équipe, je vais mettre en avant mes qualités relationnelles, de communication. Ou de côté, on a beaucoup de CV en ce moment qui sont avec une colonne. De côté, à droite, tu vas avoir l'expérience professionnelle. À gauche, tu peux tout à fait envisager, en dessous de la partie informatique, langue, une case avec les hard skills. Donc là, je vais reprendre mon savoir-faire, mon savoir technique. Et en dessous, soft skills, où je vais mettre en avant en bullet point, vraiment de manière très structurée, 3-4 qualificatifs qui vont me représenter en tant que personne. Ou alors, également, ce que je disais en préambule, de faire le petit exercice à la fin de chacune des expériences, notamment en première partie de carrière, lorsqu'on n'a pas énormément d'expérience professionnelle, pour remplir aussi le CV, il peut être intéressant de se pencher un petit peu plus sur les réalisations concrètes et de faire cette fameuse case, une ligne à chaque fois, en dessous de chaque expérience, acquis 2 points, j'isole 2 soft et 2 hard, et je t'explique en tant que recruteur ce que j'en ai gagné en fait. Tout à l'heure, tu parlais, du titre en disant on peut mettre les soft skills dans le titre. C'est le bandeau qui est tout de suite, en fait, au début, lorsqu'on lit le CV, où il y a écrit généralement le poste qu'on cherche, à partir de quand, quel poste. Exactement. Et toi, tu recommandes d'écrire vraiment dessous. On peut. Ça peut, c'est vraiment ce qui va catcher l'œil du recruteur en priorité. Et donc, n'hésitez pas à utiliser du gras ou d'autres couleurs. Pas trop non plus, on ne veut pas de CV bariolé, mais vraiment des choses qui vont attirer l'œil. Donc, n'hésitez pas à bien faire ressortir ces soft skills de manière structurée, nette, en bullet point, sans mettre à côté peut-être 2 phrases, puisque ça va faire l'objet de l'entretien, de bien expliquer ce que je mets derrière chaque soft skills, mais plutôt vraiment de le mettre de manière très synthétique. Et comment est-ce qu'on peut travailler ces soft skills? Alors, travailler ces soft skills, c'est possible. C'est le but aussi de les développer tout au long de son parcours, de différentes manières. J'ai envie de dire que la première manière, c'est déjà
faire un travail pour les isoler, ces soft skills. Donc pour ça, moi, mon conseil, c'est vraiment de demander tout le temps du feedback. On a l'habitude de dire chez nous, chez Adidas, feedback is a gift. Donc n'hésitez pas sur chacune de vos expériences à solliciter le feedback, à la fin d'un projet, à aller voir vos collègues pour savoir ce qu'ils en ont pensé, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous avez en point de force. Donc une fois qu'on les a isolés, on peut aussi plus facilement les travailler. Une autre manière de les travailler, on l'a évoqué, hein, c'est justement de travailler ce côté plus personnalité avec une activité sportive pour renforcer le côté, par exemple, esprit d'équipe. Le côté empathique peut se travailler avec un engagement dans une association. Voilà, tout ce qui est caritatif. La partie aujourd'hui plus gestion du temps, qui fait partie d'une soft skills ou sens de la communication, peut être travaillée avec des formations, avec du e-learning. E-learning qu'on va pouvoir retrouver de manière, on va dire, abordable ou gratuite grâce à des MOOC, par exemple, hein, qui sont les Massive Open Online Courses qu'on peut trouver sur Google, en ligne, gratuitement, ou sur YouTube. Des conférences aussi, il ne faut pas les négliger. Il y a beaucoup de conférences sur Facebook, des conférences TED aussi, qui vont nous permettre d'améliorer un point précis de la personnalité, de travailler un point en développement personnel. Et également, on n'y pense pas forcément, l'université populaire peut aussi vous proposer des modules de développement personnel très abordables. En plus de la partie peut-être sur LinkedIn ou sur les sites des entreprises ou des mines d'or comme Job Teaser, hein, qui proposent aussi justement au travers des chaînes dédiées, des articles spéciaux, des vidéos, justement des points pour renforcer toute cette importance autour des soft skills pour les candidats. Et toute cette expérience-là que tu nous transmets, ça permet aussi de se préparer à la fameuse question est-ce que tu peux nous donner tes 3 qualités et tes 3 défauts? Oui. Ça permet déjà de les appréhender. Ça permet de les appréhender. Même si je conseille d'en séparer 5 en général. Hein, pour oui, c'est souvent 5. Oui, quand même. Moi, je préfère demander large, puisque si tu t'en souviens plus, tu as tendance à bredouiller. Donc, pour être large, tu en prépares 5. Tu mets bien un exemple derrière chacune des qualificatifs ou chaque soft skills que tu énonces, donc pour être bien préparé. Ça, c'est un premier tips, mais comment on fait concrètement pour appliquer ces soft skills en entretien? Alors, en entretien, j'ai envie de dire que la première règle, dès que tu énonces justement ta soft skills, tu mets tout de suite derrière un exemple concret. Je suis persévérante. Pourquoi je suis persévérante? Sans que j'ai à te le demander, tu dois m'expliquer que à côté de mes études, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours su rebondir de mes échecs, même si voilà, j'ai peut-être pas su transformer l'essai du premier coup après mes études, je me suis réorientée. Enfin, ton storytelling, tu dois l'avoir déjà travaillé pour justement avoir cette fluidité dans l'échange. Les meilleurs entretiens, j'ai envie de dire, sont des dialogues. Un entretien, c'est pas on va dire un interrogatoire à sens unique. Il faut savoir que du côté recruteur, en général, on a cette règle 80-20, 80% du temps de parole doit être dédié au candidat. Pour que le candidat ait ce temps de parole, il faut qu'il ait de l'eau à son moulin et il faut qu'il ait les bons exemples à mettre derrière chaque qualificatif. Attention aussi à avoir une vigilance au non-verbal. C'est-à-dire que quand j'énonce une soft skill, si maintenant je t'énonce en entretien, moi je suis dans l'énergie, je suis dynamique, on a envie de me suivre, j'ai du leadership, ok. Mais si en entretien, je suis au fond de ma chaise, j'ai un ton monotone, je suis timide, je ne regarde pas le recruteur et je regarde par terre. C'est compliqué. Il faut aligner à la fois, on va dire, ce que tu énonces et ce que tu dégages en entretien. Et est-ce qu'il faut adapter ces soft skills aux valeurs de l'entreprise? Oui, puisque chaque entreprise, chaque poste, chaque organisation a des soft skills et des valeurs propres à l'orga, à la culture. Donc, pour être bien préparé, un entretien se prépare de manière à chaque fois personnalisée et individualisée. Donc, c'est aller fouiller, aller faire le travail de détective, de recherche avant vos entretiens. Les mines d'or, ce sont les pages carrière des entreprises. Ça va être si l'entreprise a une chaîne carrière, des vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux également. On a également toujours un job teaser avec les pages entreprises qui peuvent aussi nous aider à préparer en entretien. Donc toute cette partie, on va dire plus off, vont vous donner des mines d'or assez importantes en termes d'information. Également des interviews peut-être des dirigeants que vous allez retrouver en glanant les infos. Et donc s'adapter aujourd'hui à la culture, aux valeurs,
Chez Adidas, par exemple, ce qui est important chez nous, c'est les 3 C. Donc, avec toutes les questions que je vais poser, je vais rechercher des personnes qui sont dans la collaboration, dans la confiance, dans la créativité. Et dans toutes les questions que je vais poser, je vais essayer de voir comment est-ce que la personne elle a manifesté ce trait de caractère dans son parcours. Donc, il faut ajouter les valeurs de l'entreprise à son storytelling, en fait, si on veut être malin là-dessus. Il faut choisir, en fait, les bons. Comment en entretien on fait pour ne pas paraître arrogant, ne pas trop se mettre en avant? Ne pas trop se mettre en avant. En fait, l'enjeu de l'entretien, c'est de se mettre en avant, mais en restant, on va dire, humble. Pour bien se mettre en avant, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut avoir isolé ses soft skills. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a du mal à parler de soi, justement à se mettre en avant et bien se vendre. On peut utiliser la technique justement du retour de feedback. Lors de mon dernier stage, lors de mon dernier poste ou de mon poste actuel, mon manager m'a fait remonter que voilà, j'ai une capacité à rapidement connecter, je suis actif, voilà, je suis aujourd'hui force de proposition, je suis dans la transversalité. Donc être capable de parler de soi grâce à un feedback et tout de suite de mettre l'exemple. Donc voilà, on m'a fait remonter mon côté créatif sur le dernier projet que j'ai géré. C'était dans quel cadre, ce que j'en ai fait, ce que j'ai mis en place. Donc peut-être voilà, utiliser cette petite méthode pour bien se mettre en avant en fait. Attention à ne pas avoir de fausse modestie, puisque souvent j'ai des candidats qui vont me répondre à la question pourquoi toi ou pourquoi tu es le meilleur candidat aujourd'hui pour ce poste? Ah non, non, je suis pas le meilleur. Mais bon, si tu n'as pas le sentiment d'être le meilleur aujourd'hui, tu pourras pas me convaincre que tu es fait pour ce poste. Donc pour avoir voilà, le maximum de confiance en soi, partez du principe qu'aujourd'hui, voilà, c'est ton jour, c'est à toi de jouer et du coup, tu dois me convaincre que tu es le meilleur. Ce que tu dis quand même depuis le départ, c'est que le contexte et les exemples sont très importants. Très important. À chaque fois. À chaque fois. C'est ça qui va faire le caractère différenciant, justement. Là, tu commences à parler un peu des faiblesses. Comment est-ce qu'on fait pour évoquer ces défauts? Parce qu'on n'est pas parfait en entretien. Les défauts, j'ai envie de dire que c'est pareil hein, que évoquer les bonnes ou les mauvaises soft skills, justement. Pour moi, le meilleur conseil, c'est d'être transparent, d'être honnête. Et vraiment, lorsque tu évoques un vrai défaut, je parle de vrai défaut, puisque j'ai trop souvent des candidats, lorsque je demande des axes de progrès, je suis trop perfectionniste, je suis trop méticuleux, voilà, je suis trop exigeant avec moi-même et les autres. Donc ça nous fait sourire en tant que recruteur. Et moi, je laisse parler et puis et maintenant, les vrais défauts, c'est quoi? Donc, du coup, c'est d'oser parler de soi, mais de mettre tout de suite le recruteur, on va dire, de le rassurer. C'est-à-dire que j'énonce une tare, un défaut, mais derrière, je vais t'expliquer ce que je mets en place pour le corriger. Je suis aujourd'hui, je manque de confiance en moi. Mais le sport, la méditation m'aide à gérer mes émotions, à prendre plus de confiance. Voilà, je peux peut-être avoir un problème pour rendre respecter les timings, les deadlines. Ben, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? Je me donne une deadline en avance. Donc vraiment rassurer son recruteur et d'expliquer qu'est-ce que je mets en place. Je te donne l'exemple d'une candidate que j'ai eue en entretien qui m'explique de but en blanc avec toute sa franchise. Moi, je suis impatiente et je peux des fois paraître justement un peu têtue. Et donc, on se dit, mon Dieu, elle s'est tirée une balle dans le pied. Pas du tout. Elle a su m'expliquer par A plus B. Ben, voilà le contexte. C'était à ma dernière réunion. J'ai dû rendre un projet qui n'a pas été suivi par mon manager. Je suis revenue derrière. J'ai pas compris pourquoi on m'a dit non. Il m'a expliqué, et ben maintenant ce que j'en ressors, c'est que je demande du feedback en amont, j'essaye d'avoir une communication plus soft et plus douce. Par A plus B, elle a su m'expliquer, voilà, ses vrais défauts. On a envie de candidats aujourd'hui qui sont dans l'authenticité et dans la transparence. Donc c'est vraiment ça qui fera la différence. Il y a aussi une erreur, tu me disais, qui ressort aussi pas mal, c'est l'exemple des langues. Oui, alors les langues, on va plus être sur du hard que sur du soft skills, mais oui, les langues, typiquement, j'ai envie de dire, ne mentez jamais sur votre CV. Si vous me mettez anglais, lu, écrit, parlé, et que je switch en anglais pendant l'entretien, c'est le meilleur moyen pour qu'à la fois vous perdiez pied, pour que vous soyez à grosses gouttes, et qu'ensuite on n'en retient rien de bon et qu'on soit bloqué pendant l'entretien. Donc non, soyez vraiment vrai pour les langues, prisez par exemple plutôt un niveau de TOEIC, de BULAT, de A1 à C2 en fait, qui sera vraiment parlant pour l'ensemble des recruteurs.
Tu parlais de storytelling tout à l'heure. Lorsqu'on est en entretien, est-ce qu'il faut se présenter, se raconter différemment que ce qu'il y a écrit sur son CV et sa lettre de motivation? Alors, j'ai envie de dire oui, oui, pas différemment non plus, mais en entretien, c'est l'occasion justement de démontrer qui on est, démontrer sa Mm. personnalité. Donc, on va attendre justement un échange, un vrai dialogue. On va attendre que la personne, elle mette un vrai ton et qu'elle soit dans ce côté plutôt énergie positive. Donc là, c'est au candidat d'apporter justement les fameux exemples et de faire en sorte d'apporter de l'eau à son moulin tout le temps en ayant les bons exemples à chaque fois que j'annonce une réalisation, que j'annonce une qualité, que j'annonce une soft skill, je mets derrière tout de suite une expérience naturellement, même sans me le demande en fait. Hein. Donc c'est ça qui va faire la différence entre un bon candidat et un bon entretien où on sera dans l'échange, dans le partage et juste la personne qui va répondre à la question avec un mot. Et on va se regarder dans les yeux et ça va être très long. Tu m'avais parlé de la méthode STAR. Oui, la méthode STAR. C'est une très bonne méthode à avoir en tête côté candidat. C'est une méthode de questionnement du coup côté recruteur. C'est-à-dire que les recruteurs les recruteurs utilisent pour justement juger des soft skills, ce qu'on appelle des competence-based interviews ou des entretiens plutôt avec des questions basées sur le comportement. Donc Okay. tout l'enjeu côté recruteur, ça va être de poser des questions pour avoir des mises en situation concrètes. On part du principe que si on a des exemples concrets d'activités, de réalisation de missions passées ou actuelles, on arrivera vraiment à se projeter avec le candidat sur la future mission. Donc la méthode STAR, le S, c'est pour situation. Donc à chaque fois que je réponds à une question, je donne un exemple de la situation. J'ai géré un projet, c'était dans ce cadre-là. Le T, ça va être du coup la tâche, la mission, donc, ou l'obstacle. J'ai réalisé cette gestion de projet, j'ai eu un problème de deadline. Okay, donc on a fait S, T. Le A, ça va être du coup pour action. Qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement? C'était quoi ma tâche dans le projet? Qu'est-ce que j'ai comme réalisation concrète? Et du coup, le R, les réalisations. Pardon, les résultats. Donc les résultats, donc qu'est-ce que j'en retiens? Aujourd'hui, ce projet m'a permis de développer mon leadership puisque j'ai pu prendre la parole dans un groupe qui n'était pas forcément franco-français. J'ai pu aujourd'hui dire que si maintenant j'ai un projet, je dois pouvoir mettre une deadline intermédiaire pour pas justement perdre pied dans mon report. Donc vraiment expliquer concrètement les résultats. C'est ça qu'on va rechercher vraiment côté recruteur. J'ai envie de dire que c'est la même chose lorsque vous parlez de vos échecs. Plutôt que de cacher les choses, des trous sur le CV ou des expériences qui n'ont pas marché en début de parcours, on va attendre que le candidat puisse parler de ses échecs et surtout ce qui va nous intéresser, c'est pas tant de mettre la main sur quelque chose qui fait mal, c'est vraiment que la personne puisse d'elle-même nous dire ok, je me suis plantée, ça n'a pas marché, voilà ce que j'en ai retenu, j'en suis ressorti plus fort, grandi et j'ai gagné en efficacité, en confiance, voilà. Donc, justification, contexte, solution. Exactement. On en a parlé un petit peu avant, mais je remets une couche là-dessus. Quels sont les soft skills bateaux qu'il faut éviter? Alors pour moi, les soft skills bateaux, c'est un peu comme pour les défauts bateaux. Donc souvent, on va me parler motivée. Ok, je suis motivée, je suis ponctuelle, je suis organisée. Super. Mais est-ce que ça différencie aujourd'hui ce candidat-là? Est-ce que ça me donne envie de dire c'est quoi le côté unique du candidat? Aujourd'hui, quand on parle de soft skills en 2020, on va parler de confiance, de créativité, de capacité à travailler en mode projet, d'adaptabilité, de flexibilité, également qualité de communication ou encore tout ce qui va être dans le challenge de l'existant, dans la proactivité. Mais si je te donne ces soft skills-là, tu vois bien que le côté parfait, perfectionniste, le côté aujourd'hui ponctuel. Si on veut parler de ponctualité, ok, mais dans ce cas-là, on va plus l'englober dans ma capacité à gérer le temps. On va être très précis et on va dire, voilà, je gère les deadlines dans les projets, je suis capable d'être autonome. Donc, capacité organisationnelle va plus regrouper cette notion de ponctualité, simplement. Sinon, c'est trop lisse, c'est trop général. Exactement, ça reste générique en fait. Quelles sont les choses qu'il ne faut absolument
pas faire en entretien? Posons les bases. Alors, les bases, alors ça va être du pas faire et ce qu'il faut faire, en fait. Ouais. Ça me vient voilà, naturellement. J'ai envie de dire qu'un entretien démarre déjà à l'accueil ou dans l'ascenseur. Donc, prenez déjà conscience de ça. Lorsque vous dites bonjour au recruteur, lorsqu'on serre la main au recruteur, n'arrivez pas voilà, en dernière minute ou en retard, transpirant, la main moite, en sueur, en goutte. Donc, prenez le temps d'arriver 15 minutes avant, ça suffit. 1 heure avant, c'est trop, vous paraîtrez angoissé. Et quand l'accueil nous appelle pour dire ton candidat il est arrivé alors qu'il a rendez-vous dans 1 heure, on dit que qu'il y a un problème. Donc, du coup, faites attention à ça aussi. Une fois qu'on est, on va dire, dans l'ascenseur, en général, c'est le rôle du recruteur d'avoir un petit icebreaker et de mettre à l'aise le candidat. Est-ce que vous avez trouvé facilement? Donc là, c'est au candidat de saisir la perche. C'est pas juste de dire oui ou non. Et donc, on se regarde dans des yeux. Donc, voilà, essayez de répondre et d'avoir un sujet de conversation derrière. Donc, c'est déjà ça, engager la conversation. Ensuite, une fois qu'on entre dans la salle d'entretien, moi, j'avais pour habitude de faire le parallèle avec le sport. Hein. Pour moi, un entretien, c'est comme une course. C'est comme voilà, un match. Donc, tu rentres dans ta salle d'entretien comme sur un ring, comme sur un stade, comme sur une piste d'athlée. Donc, motivé, déterminé, gonflé à bloc. Et vraiment avec toujours cette psychologie positive et de se mettre dans le mode du gagnant, du vainqueur. Ça passe par là tout de suite, puisque le candidat que je vais chercher à la porte et qui baisse déjà le regard, qui ne me regarde pas dans les yeux, on sait que ça va être long et qu'on va tous les deux passer un mauvais moment. Donc, c'est vraiment le conseil. Donc, arriver, je sais qu'en entretien, on peut être stressé, on peut être, du coup, avoir la boule au ventre, mais dites-vous que si vous êtes déjà là, c'est que vous avez fait la moitié du chemin. C'est qu'il y a une raison. Et donc, on va dire, capitaliser sur cette raison et qui fait que vous ayez la légitimité et la crédibilité d'être là. Déjà, ça doit vous enlever cette appréhension et cette peur. Une fois qu'on est entré dans cette salle d'entretien, j'ai envie de dire que les règles d'or, c'est d'éviter les gestes parasites, éviter de se tripoter les cheveux, éviter de tripoter de manière nerveuse son stylo, ne pas avoir de chewing-gum à mâchouiller, avoir son kit de survie. Le kit de survie pour moi en entretien, c'est une petite bouteille d'eau, même si en général on va vous proposer à boire, mais au moins j'ai ma petite bouteille qui peut me sauver si maintenant j'ai une question qui m'embête ou j'arrive pas à répondre, je prends un petit coup d'eau, je redescends la pression. J'ai également des mouchoirs avec moi, j'ai de quoi noter. La prise de notes, pour moi, c'est important, puisqu'en entretien, vous pouvez avoir des informations capitales, du business, des interlocuteurs qui peuvent vous servir dans un deuxième entretien, des choses qui ne sont pas sur l'annonce, qui ne sont pas en ligne, et qui vont vous donner des billes pour bien comprendre et appréhender la culture d'entreprise et l'équipe, tout simplement. Donc, de quoi noter. On va dire que pour la tenue, éviter aussi le mode touriste avec les lunettes de soleil sur la tête, avec la tenue inappropriée, avoir un dress code, on va dire, qui soit aligné avec la culture d'entreprise, donc une tenue professionnelle. Si vous postulez pour des marques, évitez d'arriver avec des marques concurrentes apparentes, puisque bien souvent, ça reste important. Pour les recruteurs qui sont en face, de voir que les personnes ont peut-être fait un effort ou du moins ont respecté la marque. Donc ça, c'est important aussi à souligner. Pensez à bien être déconnecté. Même pas de portable sur la table en mode vibreur. Donc ça, c'est important. Et également, toute la partie, on va dire, écoute, ne pas couper son interlocuteur, être dans l'écoute, bien veiller à regarder l'ensemble des interlocuteurs que vous avez dans la salle. Et dernière chose aussi, rester positif, ne pas dénigrer son ancien employeur, ne pas dénigrer son ancien collègue. Donc voilà les petites choses auxquelles je pense. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, mais j'ai une dernière question qu'on s'est tous posée en sortant d'un entretien. C'est comment fait-on pour jauger si un entretien a été concluant? Alors pour jauger, j'ai envie de dire que c'est déjà beaucoup avec l'ambiance. Si tu as passé un moment convivial, si tu as été dans l'échange, si tu as été vraiment dans l'ouverture et que tu as senti qu'il n'y avait pas de blanc et que les gens ne peuvent pas regarder dans le blanc des yeux, que l'entretien n'a pas duré 10 minutes, c'est super. Donc c'est déjà un bon indicateur. Certains auront la chance des fois d'avoir peut-être aussi un premier aperçu des locaux, d'être introduit à d'autres personnes de l'équipe, présentés. Donc c'est des petits plus qui font se dire... Demander les dispos, ça peut être aussi un bon indicateur. Ça peut être aussi un bon indicateur. Mon conseil, moi, c'est de ressortir de ta pièce d'entretien
en n'ayant aucune frustration. C'est-à-dire que le recruteur va toujours te demander est-ce que tu as des questions. Donc, bien entendu, préparez vos questions. Ça fait toujours tâche si à la fin de l'entretien, on dit bah non, c'était clair, j'ai aucune question. On se dit oulala, il est peut-être pas curieux, il a rien préparé. Donc, vous avez de la chance d'avoir des interlocuteurs du business, vous rencontrez des personnes d'une entreprise qui comptent pour vous si vous avez postulé. Donc, soyez curieux, demandez-leur voilà, des choses sur la culture d'entreprise, sur l'équipe, sur les enjeux du poste. Et également, ne ressortez pas de la pièce avec le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Donc, saisissez cette perche, cette dernière perche qu'on vous tend, en expliquant on n'a pas abordé ce côté-là de ma personnalité ou mon engagement associatif. Pour moi, c'est important. Est-ce qu'on pourrait en parler rapidement? Voilà. Donc, vous prenez le temps et puis vous clôturez l'échange. On vient déjà d'écouler les 30 minutes, Fiona. Ah, ça passe vite. En tout cas, merci pour tes bons conseils. Je suis sûre que chez vous, si vous les appliquez, il n'y a pas de raison que votre entretien se passe mal. Je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez retrouver plein de contenu sur notre page jobteaser.com, sur notre YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Encore un grand merci, Fiona, d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Bon courage pour la suite à toi et tes équipes. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.